Alors, donc on est toujours, pour ceux qui nous regardent en live, puisqu'on est retransmis en live, on est toujours à Quimper, au golfe de l'Aniron, pour cette journée French Tech Day et Startup Golf Cup. Donc on est hyper content. Pas une goutte de pluie depuis ce matin, donc on croise les doigts pour que on touche du bon bois pour que ça dure jusqu'à ce soir. Et on est ensemble pendant une quarantaine de minutes pour parler de croissance avec 4 intervenants, une table ronde masculine pour celle-ci. Et ensuite, après le déjeuner, on aura des conférences sur la donnée avec, pour le coup, Emmanuel Legault de Cadieux, avec Caroline Guivarch de ENAF, etc. Bon bref, ça c'est le programme de cet après-midi. En tout cas, on est là pour parler de croissance sur cette première session. Un petit mot de présentation pour tous les intervenants, pour qu'on comprenne qui vous êtes, etc. On démarre en bout de table avec Christopher Franquet. Je te laisse effectivement te saisir du micro. Tu es un des 2 cofondateurs de Entech. Je te laisse expliquer un petit peu, Christopher, en une minute. Donc bonjour tout le monde. En effet, je suis le cofondateur de la société Entech. Entech a été créée en 2016 à Quimper, donc tout juste à côté d'ici. Entech, nous on est spécialisé dans la conversion, le stockage de l'énergie. Concrètement, pour intégrer plus d'énergie renouvelable sur les réseaux électriques, il faut pouvoir la stabiliser, la stocker. C'est le rôle d'Entech. On construit des systèmes de moyenne à forte puissance qui sont généralement intégrés dans des conteneurs. Vous voyez des gros conteneurs de 12 mètres de long dans lesquels on met des systèmes de conversion, de stockage d'énergie, donc des grosses batteries qui sont installées un peu partout en France et dans le monde. Le rôle de ces batteries, justement, c'est de stabiliser le réseau énergétique pour rendre possible l'intégration massive de ces énergies renouvelables. Donc Entech, en 2-3 mots, c'est 5 ans d'existence, c'est plus de 65 collaborateurs, un nouveau bâtiment de 4200 m² à Quimper. Et un label, récemment, tu fais partie des 20 startups françaises Green Tech, donc French Tech Green 20. Donc seul lauréat breton, donc bravo. Et on espère que au-delà de la récompense, que ce sera utile pour gérer l'hypercroissance. Exactement, nous aussi, et on fait partie de cette première promotion justement, qui nous permet d'accompagner cette croissance. Merci Christopher. À tes côtés, Daniel Sauvager, qu'on est ravi d'accueillir, patron d'Ecomiam, qui en est presque à son 50e magasin. Je crois qu'on est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est à 49 en temps réel. Peut-être que le 50e sera passé pendant la conférence. Non, je plaisante, la semaine prochaine. Ok. Daniel, je te laisse présenter Ecomiam. Alors Ecomiam, réseau de produits surgelés qui commercialise que des produits d'origine française. L'ambition, c'est de permettre aux consommateurs d'avoir accès à de l'alimentation exclusivement d'origine française, payer le moins cher possible tout en payant correctement les producteurs. Réconcilier le consommateur avec son écosystème. Excellent. Merci Daniel, merci pour le pitch. Show Pop-up, Johan, merci d'être avec nous pour cette session. On se retrouvera également sur une autre session en fin de journée sur mobiliser ses collaborateurs autour de l'ADN de la boîte. Show Pop-up, là aussi, hyper croissance, start-up nantaise qui a eu un gros boom, une grosse croissance en 2020 aussi. Je te laisse expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. On est sur un concept de livraison à domicile entre particuliers. Donc on permet aux personnes qui ont effectué un achat, que ce soit sur un site e-commerce ou un magasin, de se faire livrer leur commande par quelqu'un qui profite de son trajet quotidien. Donc on reprend finalement l'usage qu'on connaît très bien du covoiturage. C'est pour ça qu'on nous donne souvent l'étiquette du Blablacar de la livraison. Donc entreprise nantaise qui comprend aujourd'hui 70 salariés avec une implantation en France et également en Italie, en Belgique et au Portugal. Donc grosse accélération sous l'effet du Covid sur la consommation, on va dire, en ligne et en livraison. Et puis des perspectives à venir sur un développement européen. Et Johan, tu es un des 2 cofondateurs avec Antoine, c'est ça? Avec Antoine, exactement. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Et on termine le tour de table avec Jean-Louis Mouton, l'INPI, fidèle partenaire de nos actions et sponsor de l'événement. Jean-Louis. Oui, merci à tous. D'abord, merci pour l'organisation d'un présentiel, parce que c'est précieux aujourd'hui de faire des présentiels. Merci à la French Tech. Oui, toujours partenaire, effectivement, de tous les partenaires qui accompagnent l'innovation, parce que pour nous, c'est important, notamment par rapport à notre cœur de métier, la propriété intellectuelle qui doit être prise très, très en amont, on le verra pour la croissance. Nous, on fête nos 70 ans l'INPI, donc vous l'avez compris, le but pour nous, c'est d'accompagner les entreprises, les startups très en amont, j'allais dire très en amont, et les accueillir
avec proximité pour justement travailler tous les facteurs juridiques qui peuvent concourir effectivement à leur croissance. On en reparlera, la marque, le brevet, le design, les contrats. Exactement. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, je jette un œil sur les pratiquants qui tapent la balle de golf. Hein. C'est succès mitigé pour certains. Je vois des balles qui partent un peu dans tous les sens. C'est ce qui fait le charme de l'événement. Allez, on démarre donc sur ce sujet de la croissance. Certains d'entre vous, on parle même d'hypercroissance. Comment ça se matérialise l'hypercroissance? Alors peut-être pour toi, Johan, parce que tu parlais effectivement de l'effet du confinement qui a eu un effet un peu démultiplicateur. Comment ça s'est concrétisé? C'est plus de commandes, du coup il faut recruter, c'est quoi les facteurs? Ouais, si on repart sur l'effet effectivement du Covid en 2020, pour donner un chiffre, c'est 340% de croissance. Donc on est passé d'un volume annuel de livraison de 200 à 600 000. Donc on voit un effet d'accélération très fort. Sur la partie RH, on a recruté sous un contexte de Covid et télétravail un peu plus de 20 collaborateurs. Donc autant vous dire que les sujets d'intégration et de recrutement à distance de ces nouveaux collaborateurs, ouais. C'est pas simple, donc ça fait partie aussi de ces sujets d'hypercroissance. Et puis en fait, autour de tout ça, c'est comment est-ce qu'on structure l'entreprise, donc comment est-ce qu'on fait pour que les collaborateurs restent engagés, partagent la vision qui est celle qu'Antoine et moi on a depuis maintenant 2015, et comment est-ce qu'on gère aussi les opérations, parce qu'on a pour habitude de dire que ce qui va faire notre efficacité, c'est l'exécution, donc il faut bien exécuter et bien structurer. Christopher, tu partages aussi, est-ce que tu te reconnais dans les chiffres ou en tout cas dans les principales priorités? Pas dans les 340%, donc bravo, c'est pas important. Encore, mais bientôt. Non, nous, on a fait 67% déjà de croissance en période Covid, et nous, c'est l'inverse. Le Covid a arrêté toute la production, donc c'est si compliqué à gérer, parce qu'on a vraiment des ouvriers qui câblent et intègrent nos systèmes, mais on a aussi des ingénieurs qui développent tout le logiciel. Donc on s'est retrouvé dans une configuration légèrement différente, mais aussi en intégrant des nouveaux collaborateurs. On en a eu 4 ou 5 qui sont arrivés pendant le confinement. Donc pour les intégrer, c'est compliqué à distance, et surtout cette notion de valeur d'entreprise qui est très importante. Et comme tu l'as dit, c'est clé pour nous. Donc pouvoir véhiculer ces valeurs alors qu'on est à distance. Bon, maintenant, c'est un peu plus derrière nous tout ça. Oui, bien sûr. Daniel, dans un contexte un peu différent, mais finalement pas si éloigné. On n'est qu'à 57%, j'étais content, moi, mais c'est vrai que je passe pour un petit joueur là, aujourd'hui. Alors toi, c'est un peu différent parce que c'est des réseaux aussi alors je dis franchisés pour qu'on se comprenne, même si c'est pas exactement le statut. Mais là aussi, il faut, dans le langage startup, onboarder ces personnes qui partagent aussi justement l'ADN, la vision, etc. avec énormément de demandes. Et comment est-ce qu'on réussit et se staffer en interne, hein, c'est aussi ce que tu as fait pour gérer la croissance. On essaye de garder un esprit startup, même si on est sur une activité classique, de distribution. On a créé des petits groupes pour recruter. On a plus de 890 demandes actuellement à instruire là. Donc il faut. Donc c'est une chance de personnes qui veulent créer des points de vente. Qui veulent créer des points de vente. C'est une vraie chance pour un réseau parce que souvent c'est un peu galère pour recruter. Là nous on est plutôt à l'inverse. Donc on a staffé, on a essayé de trouver à chaque fois, et c'était super pour l'entreprise, c'est de faire progresser des gens de l'interne justement pour préserver cet ADN, pour qu'on soit bien dans la philosophie Ecomiam, et puis faire venir des gens de l'extérieur qui ont apporté leurs compétences dans toute la procédure de recrutement d'un affilié, d'un franchisé, c'est très complexe, il faut être très précis. Dans le recrutement des cellules commerciales aussi, il y a tout un réseau, il faut être préservé. Donc c'est à la fois ce mélange entre les gens de l'interne et des gens qui viennent de l'externe. Très bien. Et par qui, quand justement on sent cette vague de la croissance ou de l'hypercroissance qui arrive, vers qui on se tourne pour à la fois se faire accompagner, structurer, les points de vigilance qu'il faut avoir. Alors, Johan, je ne vais pas trop dévoiler la conf de fin de journée où là, voilà, mais est-ce que vous avez des conseils à donner sur justement des interlocuteurs majeurs à avoir autour de la table pour se poser les bonnes questions? Ce qu'on fait souvent avec Antoine, en fait, c'est qu'on va voir des pairs, donc d'autres entrepreneurs qui sont à des stades de développement, qui ont connu les phases par lesquelles nous on passe. Donc on échange beaucoup. Alors sur Nantes, il y a des super entreprises comme Lingo, comme iAdvise. Et on fait partie, comme on dit, un peu de ces nouvelles générations d'entreprises qui connaissent de la croissance. Donc on échange beaucoup sur les bonnes pratiques, sur ce qui a été éventuellement raté, ce qui doit nous permettre d'éviter, de contourner quelques pièges de cette croissance. Et puis après, il y a plein d'organisations, d'organismes. On fait partie de réseaux. Je pense à Réseau Entreprendre, je pense au CJD dans lesquels Antoine et moi on est membres. Ça contribue justement à se poser un peu ces questions de demain et puis à monter nous-mêmes en tant que dirigeants d'entreprise dans notre posture et dans ce qu'on doit réussir à faire.
Même question, est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner ou des structures? Ouais, moi, je suis tout Christopher à fait d'accord. L'échange avec les pairs est important pour éviter certains écueils. Après, les structures, en effet, il y a, nous, la Technopole nous a beaucoup accompagnés. Il y a la BPI aussi qui nous accompagne beaucoup. Et on continue de suivre. Là, la French Tech, notamment au travers de la French Tech Green 20, nous accompagne. On a intégré aussi un accélérateur justement géré par la BPI et les 7 Technopoles bretonnes, qui était vraiment un élan pour nous permettre d'échanger justement avec. Donc on n'est pas tout seul et il faut surtout pas rester tout seul. Il faut surtout pas rester et seul. surtout rester la porte ouverte, même si on sent justement la vague arriver. Jean-Louis, peut-être des points justement à... Oui, je voulais dire, parce que c'est vrai qu'on a rejoint la French Tech très tôt donc à Station F, et on s'est aperçu que notre gamme n'était pas adaptée au profil des startups qui vont très très vite, qui sont impatients et puis qui ont des étapes à passer très très rapidement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un accompagnement plus souple, en tout cas, où effectivement on les rappelle souvent effectivement pour revoir leur feuille de route, pour retravailler avec elles, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement par rapport à des PME classiques, effectivement les référentiels de temps ne sont pas les mêmes et ils ont besoin d'infos, ce qui explique un peu les permanences French Tech qui ont été mis en place, déclinées en région. Voilà, alors il y a l'INPI, mais il y a l'URSSAF également qu'il faut souligner. C'est important puisque nous on va gérer bientôt le guichet unique des entreprises, de bien voir le statut juridique qu'on choisit pour sa protection sociale et pour pouvoir recruter rapidement, pour voir effectivement si c'est la bonne statut juridique pour une croissance, quoi. Et effectivement, je fais une petite parenthèse sur le volet French Tech Central, qui est le nom du dispositif. Alors pour faire simple, c'est un peu le Doctolib des acteurs publics à destination des startups. Aujourd'hui, une startup, si on lui dit si elle doit contacter l'URSSAF, elle n'a pas forcément l'interlocuteur, elle n'a pas forcément un contact direct. Et là, l'idée, c'est qu'on vient de lancer, de notre côté, sur Rennes, ça a été lancé courant 2020, une plateforme où en gros, on sélectionne l'acteur public et on a une personne dédiée et on sélectionne un créneau directement. Et pas plus tard qu'hier, sur Brest, Christelle, ici présente, avait 2 rendez-vous, par exemple. Donc Christelle de l'INPI, avec 2 rendez-vous avec des startups qui sont d'ailleurs présentes aujourd'hui, de West Startup, dans le cadre de ce dispositif. Donc là, le message aussi que je veux faire passer par rapport à des startups qui se posent des questions par rapport à ça, c'est qu'on a plein d'acteurs. Donc il y a la Banque de France, la BPI, Business France, l'INPI, bon bref, vous les découvrez, il y en a une dizaine et qui sont là à disposition des startups. Voilà. Question, on continue sur la gestion de la croissance. Est-ce que croissance égale levée de fonds? Est-ce que c'est un passage incontournable ou pas? Retour d'expérience de la part de Johan et de la part de Christopher, et ensuite Daniel, on reviendra vers toi parce que toi tu as un cas encore particulier. Johan. On y est passé. Ouais. Comme on a pour habitude de dire, c'est que si c'est pas nécessaire, il n'y a pas forcément d'intérêt à en faire une. Dans le cadre de notre business model et notre activité, on a des effets de masse et des effets de volume. On est sur un marché qui va être du B2B2C, donc il faut aller capturer des magasins et puis également des consommateurs qui vont utiliser notre plateforme et notre outil. Donc oui, effectivement, nous on a levé des fonds. Donc je fais pour matérialiser un peu, on est à peu près sur quel montant et combien de temps entre le moment où vous êtes dit ok, on va chercher et puis finalement où ça se fait, il faut compter combien de temps? Alors le roadshow tel qu'on l'appelle sur la constitution du PowerPoint pour aller chercher ses fonds et tout le process, ça dure entre 6 à 10 mois en fonction du niveau de maturité et de chiffres que l'entreprise est capable de présenter. Nous, on a fait notre première opération en 2018, plutôt avec des business angels locaux sur la place de Nantes. Donc quelques centaines de milliers d'euros? 500 000. 500 000 pour le premier. Et aujourd'hui, en cumul, on est à peu près à 6 millions. Okay. Donc on a eu après des fonds d'investissement qui sont rentrés, donc notamment West Web Valley, enfin Épopée avec Seb qui intervenait aussi dans le jury, Go Capital qui est un fonds pareil du Grand Ouest, la région à travers Paylor Participation. Donc il y a des structures locales, il y a des structures qui permettent de s'accompagner et de s'entourer pour ces démarches-là. Donc c'est intéressant, c'est pas une finalité en soi, il faut bien se dire que c'est le carburant qui permet à l'entreprise de continuer de grandir, mais on n'arrête pas le business une fois qu'on a fait une levée de fonds. Ok. Et on garde la main sur, parce qu'on dit toujours, on n'est plus forcément maître à bord après une levée de fonds. Ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Okay. On a la chance d'avoir bien exécuté, donc ça se passe encore mieux, j'ai envie de dire. Mais oui, il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut bien distinguer ce qui va être le rapport capitalistique et juridique par rapport après au board et à l'exécution. Donc on peut conserver pendant plusieurs phases de financement la majorité du capital. Et après, dans toutes les décisions qui sont les décisions de gestion de l'entreprise, c'est pas le métier des fonds. Donc ce sera toujours les dirigeants, et notamment Antoine et moi, qui continuent à importer ce qu'on a envie de faire et d'exécuter ça. Donc il faut vraiment différencier les deux. Ok. Christopher, même question?
Alors, est-ce que c'est indispensable? Je dirais pas forcément. En effet, pour nous, notre vision, c'était, on a une entreprise qui est rentable, donc les fonds, on l'a au travers de nos projets, de l'argent que l'on gagne, ça c'est important, donc c'est la priorité. Ensuite, quand on est en hyper croissance, on doit accélérer, et donc les fonds, on est obligé de les lever, avoir le carburant, comme tu le disais, c'est important. Donc nous, On était sur quel montant de ta part et ça a servi à quoi? Est-ce que c'était pour se staffer ici, ouvrir des bureaux à l'international? C'était quoi, grosso modo? C'était pour vraiment se staffer ici et se structurer, en fait, avoir une assise financière pour pouvoir adresser des projets encore plus conséquents. Parce que quand on souhaite travailler pour des gros groupes, dont on parle des leaders énergéticiens mondiaux, donc si on n'a pas plusieurs millions d'euros de capitaux propres, on ne peut pas répondre à certains projets. Donc ça, c'était essentiel. Donc c'est surtout pour ça qu'on a levé des fonds. Ok. On a levé des fonds en 2018, ça s'est très bien passé. Le but, en effet, étant de garder le contrôle de la société, parce que quand on parle de valeurs, d'ADN, etc., aujourd'hui, les nouveaux employés viennent grâce à ces valeurs-là, et on se démarque aussi de nos concurrents, qui sont généralement aussi des gros groupes, au travers de ces valeurs. Ok. Donc les fonds ne sont pas forcément nécessaires, c'est une étape. C'est pas si compliqué que ça, ça prend du temps, 6-10 mois, mais ça reste. Et peut-être rappel, juste, est-ce que les fonds, c'était des fonds régionaux, nationaux, régions? Non, on est resté avec le Crédit Agricole au travers d'Inexo et Force 29, vraiment plutôt local, pour cette proximité, tout simplement. Ok. Donc il y a eu des capitaux, plus de la dette complémentaire, parce qu'on a un business qui est récurrent, et on a levé aussi de la dette en parallèle. Très bien. Jean-Louis, un commentaire là-dessus? Un point de vigilance? Oui, alors évidemment, moi je ne peux pas parler des levées de fonds parce que c'est pas, j'ai pas d'expérience là-dessus, mais nous, notre credo à l'INPI, c'est de dire attention, bien sécuriser les actifs immatériels, notamment tout ce qui est marque, brevets. Donc on sait que les brevets rassurent les investisseurs, notamment dans le numérique ou dans la technologie, donc il faut jouer là-dessus de manière importante. Faire attention effectivement parce que je prends un BPI, n'aime pas trop quand les marques appartiennent aux dirigeants et qu'elles ne sont pas réintégrées dans la société. Donc faire en sorte que les actifs soient bien au niveau de la société, ça rassure tout le monde après pour ce type d'opération. Ok. Daniel, petit retour d'expérience aussi, parce que là, pour financer la croissance, toi, tu as eu un modèle, je ne vais pas dire alternatif, mais pas forcément très courant par chez nous, auquel peut-être même toi, tu ne te reconnaissais pas trop quand on t'en a parlé. Donc on parle d'entrée en bourse pour Ecomiam. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors je vais vous décevoir parce que c'est pas très réfléchi, très longtemps à l'avance. En fait, moi aussi j'avais eu Force 29 qui avait participé à une première dotation en fonds, là c'était en 2017. Vu l'accélération, je voulais procéder à une seconde levée de fonds. Et c'est Force 29, quelqu'un que tu connais bien, Didier Hamon, qui me dit il faut que vous rencontriez Euronext. Bon, chez Didier, qui est un garçon très sérieux, il a fumé la moquette ce matin. Qu'est-ce qu'il m'envoie vers Euronext? Je ne comprenais pas. Et puis, le casting, quoi, je ne m'énerve pas. Et puis, 2-3 mois après, il me parle de ça en novembre 2019. En mars 2020, je rencontre Frédéric Boiffin, qui est un homme admirable, très sympathique d'Euronext. Et alors je dis je vous reçois parce qu'on m'a conseillé de vous recevoir, c'est tout. Et puis il me dit je vais d'abord vous écouter, donc je lui parle de mon entreprise, nos projets, tout ça. Il me dit super, bienvenue chez nous. Je dis pardon. Je dis moi je venais de boucler un exercice avec 14,6 millions de chiffre d'affaires, ça est tout petit, c'est très modeste. Et on équilibrait plus, enfin c'était pas non plus glorieux nos affaires, on était en croissance. Et je dis, mais qu'est-ce que j'irais faire en bourse, quoi? Et il me dit, mais si, nous, on adore, c'est le futur. Vous incarnez un projet à forte croissance, le modèle, maintenant, vous le maîtrisez, les étapes sont passées. Si, vous avez toute notre place chez vous. Donc, je réfléchis. En plus, il me dit, l'avantage, c'est que le process sera beaucoup plus maîtrisé. C'est que nous, c'est grosso modo 6 mois. Et au bout de 6 mois, vous rentrez en bourse ou pas, mais ça dure 6 mois. Donc j'en parle en interne auprès de mes grands-enfants, on réfléchit à tout ça, on me dit « Papa, attends, plein Covid, on est en mars 2020, tout s'arrête, il n'y a plus de trucs. » Et puis je contacte des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement des entreprises pour aller en bourse. Ils m'expliquent, et là, alors j'étais déjà en égo avec des fonds que tu as cités, là, Go Capital et autres, pour la levée de fonds que je pensais faire.
Et des spécialistes qui accompagnent des gens en bourse me parlent de la valorisation pré-monnaie. Ça vous est familier hein, quand on parle de trucs. C'est un des enjeux quand même, hein, quand vous parlez avec des fonds, c'est quelle valeur ils donnent à votre entreprise avant d'injecter des fonds. Et là, c'était multiplié par 3 minimum. C'est-à-dire que la vision de ces gens-là, c'était, ils regardaient mon entreprise et il évaluait 3 fois le prix que j'avais de la peine à défendre avec les fonds. Alors, je suis allé, où ils se foutent de moi, et après renseignement, ce sont des gens qui ne se foutaient pas de moi. Donc je me suis dit, mais c'est que c'est pas du tout la même affaire. C'est-à-dire qu'en allouant le même pourcentage de capital, je vais lever 3 fois plus d'argent. Donc je peux aller 3 fois plus vite, je peux me développer beaucoup plus rapidement. Et donc j'ai pris la décision d'y aller, un petit peu contre l'avis de mes proches au départ, parce qu'ils m'ont dit, mais Daniel, tu te rends pas compte dans quoi tu t'embarques. Ils se sont dit, papa devient gaga. Voilà. Et puis, j'ai vécu 6 mois géniaux. Alors, c'est intense, c'est un espèce de marathon que vous avez là pendant 6 mois, c'est-à-dire des pitchs pour présenter votre entreprise, séduire les investisseurs. Et puis, vous finissez par une espèce de sprint qui dure 15 jours, 3 semaines, où là, vous avez 15 jours pour placer sur le marché vos titres. Et puis après, vous êtes coté. Et on est très bien sorti. Et on est sorti même au-delà en valorisation de ce qu'on avait prévu, puisqu'on a valorisé pré-monnaie 26,4 millions. On avait fait un exercice d'avant de 14,6 millions, c'est pour vous dire. Et donc, on a levé 12,6 millions. Ça a apporté une notoriété fabuleuse à l'entreprise. Pour nous, c'était idéal comme scénario. On est sorti, il n'y avait plus d'IPO depuis 6 mois, 8 mois. Donc, tout le monde était content de voir en fait une entreprise, comprendre le modèle, parce que notre modèle est très simple à comprendre. Donc, ça a rassuré les financiers. Et ça a très bien fonctionné. Et depuis... je dois avouer que pour nous, c'est génial. Tout est beaucoup plus simplifié. Les grandes foncières s'intéressent à nous. Enfin, ça a dynamisé. Dans l'entreprise, ça nous a apporté aussi une petite fierté partagée aussi. Bah voilà, on est une entreprise cotée, même si on est très modeste. Et ce qui est assez incroyable, c'est le timing aussi. Peut-être parce que là, pour démocratiser un peu et casser, parce que la bourse, on se dit effectivement, c'est pas pour moi, etc. Bon là, en l'occurrence, pour une PME familiale bretonne, finalement, tu étais dans le casting. Et puis, le timing entre le moment où on te dit il faut que tu y ailles en mars 2020 et l'entrée en bourse se fait en octobre. Mais le 9 octobre, c'est-à-dire que je signe avec le sponsor listing, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui vous accompagnent. Je signe le 8 avril et il m'a dit dans 6 mois, sauf si la bourse explose, tu seras coté. On a été coté le 9 octobre. Okay. Et c'est vraiment un process, c'est surprenant. Vous avez des étapes à franchir, c'est notamment toute la négociation avec l'AMF. Donc ça, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est pas une sinécure, hein, c'est des gens qui font leur boulot. Ils conduisent les due diligence qui sont habituellement conduites par les fonds pour le compte des petits épargnants. Donc ils vous lâchent rien. C'est une bible qu'il faut écrire, tout expliquer, tout certifier. Et une fois qu'on franchit ces étapes-là, après, il faut convaincre les investisseurs institutionnels. C'est eux qui consolident la base de l'opération. Hein, les particuliers viennent en complément. Et voilà, donc ça se fait. Alors, ça coûte très cher. Attention, aller en bourse, vous avez une meilleure valorisation, mais pour être très honnête avec vous, le coût de l'opération pour Ecomiam, alors je le dis parce que c'est publié maintenant, tout est public, on est entre nous, voilà, on est entre nous, c'est 1,6 million. Okay. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça va vous coûter 1,6 million. Alors c'est la magie de l'opération, c'est que ce 1,6 million disparaît. C'est même pas une charge, il vient en moins de l'augmentation de capital. Okay. Donc ça disparaît, c'est merveilleux. Et comme vous avez largement survalorisé initialement, vous y gagnez. Ok, bon super. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, Daniel sera là toute la journée. Et puis et n'hésitez pas, il y a un podcast aussi qui est sorti de toi, je l'ai écouté l'autre jour. Il dure 1 heure, mais alors ça passe tout seul, entre la poire et le dessert. Voilà, un petit podcast, Daniel Sauvaget. Et donc, ouverture la semaine prochaine du 50e point de vente Ecomiam. Ah beau, dans le 56. Dans le 56, très bien. On continue. Peut-être on parlait... un mot quand même, parce que Christopher, je crois que tu l'as parlé en intro tout à l'heure. Tu disais, on intègre des nouveaux collaborateurs, on les onboard en période de confinement, etc. Comment toi, tu as réussi un peu parce qu'on parle de marque employeur, etc. Tu vois, comment réussir à garder tout le monde et à embarquer dans les meilleures conditions pour pas que les personnes... peut-être que tu as recruté des personnes qui venaient hors Bretagne, qui ne repartent pas aussi secs qu'ils sont arrivés, quoi. Il y a 2 aspects. Déjà, pouvoir recruter. Quand on est une jeune entreprise, c'est compliqué.
Les gens préfèrent les grosses structures solides. C'est beaucoup plus complexe, donc il faut pouvoir se démarquer. Se démarquer par... Alors nous, on a un volet RSE très fort, orienté environnement. Notre but, c'est justement d'intégrer plus d'énergie renouvelable sur la planète, donc c'est un engagement très fort, mais on a accès aussi à l'engagement social et sociétal. On va apporter de l'énergie dans des régions là où il y en a vraiment besoin. C'est-à-dire on apporte de l'énergie à des villages en Afrique pour pouvoir développer justement ces villages. Donc ce côté engagement RSE nous permet de nous démarquer et de fidéliser du coup les salariés. En plus, accessoirement, on est dans une région qui est quand même géniale. On peut faire du golf, mais il y a la mer pas loin. Il pleut pas. Ça fidélise énormément les salariés. On a un turnover très faible et donc on continue de garder ça. Et en plus, derrière tout ça, on y rajoute d'autres valeurs qui sont chez nous l'innovation, la bienveillance et la performance. Et tout ça, ça crée un esprit d'équipe. Par contre, quand on recrute, là on a eu 4 personnes cette semaine, il faut l'inculquer directement à ces nouveaux embauchés pour qu'ils adhèrent à ça et que ça ne devienne pas vraiment quelque chose de trop compliqué avec des valeurs différentes. Et juste un mot sur comment tu passes pour recruter. Est-ce que c'est, tu disais il faut se différencier, etc. Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce qu'il y a des sites particuliers? Est-ce que c'est du Welcome to the Jungle? Est-ce que c'est un cabinet? Comment ça marche de ton côté? Nous, on utilise toutes les pistes possibles et on se structure. Alors là, on est en train de recruter justement une deuxième chargée de recrutement dans le but de recruter encore plus parce que l'accélération va continuer. Et on se structure. Maintenant, on utilise toutes les possibilités. C'est vrai que pour nous, la French Tech Green 20 va nous permettre d'avoir un aura encore plus fort en national. NTech est très peu connu. On est dans du B2B sur des gros systèmes, des projets à plusieurs millions d'euros, donc ça, c'est pas connu du grand public. Donc pour recruter, c'est compliqué. Donc c'est pour ça on rayonne au travers de la French Tech aussi. Ok. Et après, bien sûr, des vidéos. Ma question n'était pas intéressée. Je te demandais pas de placer la French Tech dedans. Ok. Mais naturellement, tu savais ma réponse. Ok, ça marche. Johan, peut-être sans dévoiler trop, parce qu'on se revoit en fin de journée aussi avec Fly the Nest pour parler de la montée en charge. Mais toi, sur le recrutement, est-ce qu'il y a un vrai sujet ou pas? Oui, il y a des sujets. Comme beaucoup de startups, la partie technique fait qu'on est sur un marché où il y a un peu de tension du point de vue du recrutement. Donc les profils de développeurs ne sont pas forcément les plus simples à aller chercher. Ensuite, dans les outils qu'on peut utiliser, on a un outil qui s'appelle WeRecruit qui va faire en fait de la diffusion de nos offres sur différentes plateformes de jobbing. Donc ça, c'est plutôt, de job board, c'est plutôt pas mal. Ça marche très bien et ça permet d'avoir un peu une logique de CRM. Donc on récupère toutes les candidatures à un endroit et puis ça permet de suivre aussi les candidats, de faire les entretiens, etc. Après, les enjeux de recrutement, ils sont forts. On a une vingtaine de collaborateurs recrutés l'année dernière. On en a encore une trentaine à venir là sur cette fin d'année. On recrute aussi des profils qui vont avoir un cadre d'activité à l'international. Donc on cherche aussi des profils qui sont des nouveaux profils pour l'entreprise, qui doivent avoir une nouvelle démarche, une nouvelle approche, d'autres expériences aussi par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et on a la chance d'avoir une entreprise qui a grandi, d'avoir finalement des gens qui ont grandi aussi à travers l'entreprise. Je pense à tous nos premiers managers qui ont fait un travail de fou furieux l'année dernière sur justement tout ce maintien de l'activité RH et le maintien des valeurs de l'entreprise parce qu'on était débordés. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait vos courses dans les magasins alimentaires ou du moins sur le drive. C'était déjà compliqué de se connecter. Dites-vous que nous, on faisait les livraisons derrière pour tous ces magasins-là sur toute la France. Donc ça a été sport avec des équipes qui étaient en télétravail. Donc c'était pas facile et petite anecdote, toutes nos équipes ont fait du support client pendant ces épisodes de confinement. Donc vous aviez les commerciaux au téléphone, les développeurs au téléphone, le marketing au téléphone, le support client dont c'est le métier au téléphone, mais tout le monde a mis la main à la pâte. Et, ça évite que les développeurs tapent sur le support client en disant machin, c'est aussi. Tout le monde. C'est ça. Ok, super. Pendant ce temps-là, je surveille aussi parce qu'il y en a qui sont au petit jeu derrière là, sur le green, donc je surveille un peu s'ils ont progressé depuis tout à l'heure. Jean-Louis, on a vu pas mal de choses sur justement on est plus sur un volet recrutement, etc. Sur quel point il faut peut-être mettre le curseur en termes de là aussi un peu de vigilance quand justement la machine s'emballe un peu pour les startups. Je crois que c'est surtout, évidemment, c'est très difficile de prévoir la croissance et on a toujours du mal à voir les innovations. Est-ce qu'elles vont passer en hypercroissance? Je pense que c'est surtout de voir les frictions juridiques au départ, d'essayer d'éliminer les frictions juridiques au départ pour que, en période de croissance, vous soyez bien bordés, il y a les marques qui soient là, les brevets qui soient là, et que les seconds couteaux qui veulent arriver sur le marché soient
ait des barrières à l'entrée. Je n'ai pas dit que vous n'auriez pas de concurrents. J'ai dit simplement qu'il faut évidemment profiter de cette avance de savoir-faire qui est quand même un plus, hein, que ce soit du service ou de la technologie, et qu'en plus, les titres de propriété industrielle jouent leur jeu de limitation et d'effets retardateurs, en tout cas d'arrivée des concurrents, quoi. Donc il faut le voir comme ça, et c'est vrai que quand c'est bien bordé dès le départ au niveau juridique, hein, sur tous les points, hein, que ce soit les statuts, les associés, les contrats, les partenaires, la marque est-elle déposée à l'étranger, est-ce qu'elle est compatible avec le public étranger, si tout ça était bien bordé dès le départ, ça facilite. Alors après, évidemment, la croissance, on la maîtrise pas. C'est pas l'INPI qui maîtrise la croissance, et malheureusement, on lit pas dans le mar de café. Après, c'est extrêmement difficile. Mais cet aspect juridique est parfois, évidemment, toutes les entreprises sont pas sensibilisées à ça, mais c'est important d'être accompagné sur ces sujets bien en amont, quoi. Retour d'expérience de votre part, est-ce qu'il y a des points sur lesquels, avec le recul, vous dites effectivement, que là on parlait aussi de l'international, des choses comme ça, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous n'avez pas pensé justement à protéger efficacement la marque à l'international ou autre? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience particuliers que vous voulez faire, Johan? Non, de notre côté, ça a été, on avait l'ambition avec Antoine dès 2015 de monter une ETI européenne. Donc on s'était déjà projeté dans une dimension internationale. Donc on avait fait ces démarches auprès de l'INPI d'enregistrer la marque sur différents pays et de faire attention à ça. Donc non, pas de mauvaise surprise jusqu'à maintenant sur ces sujets-là pour nous. Ok. Christopher, ça se passe bien aussi? Ouais, c'est la même chose. Nous, on avait cette vision aussi internationale très forte, donc on n'a pas hésité à dépenser, parce qu'au départ, on voit ça comme une dépense, et on a dépensé au bon moment, et il faut le faire dès le départ, ça c'est important, et se protéger. Alors il y a le côté justement protection de marque, etc., et la partie juridique qui est très importante, notamment quand on fait des levées de fonds, il faut bien s'entourer, il ne faut pas hésiter à dépenser un tout petit peu plus pour justement sécuriser l'ensemble et franchir les étapes complémentaires après. Très bien. Midi 3, petit message de service pour dire qu'il y a le premier service au niveau de la restauration qui va être servi maintenant. Donc si certains estomacs commencent à crier famine, n'hésitez pas à rejoindre. Donc ça se passe de l'autre côté, hein, vous passez les barnums là-bas, etc. Et c'est au niveau de la cour, vous verrez un grand barnum, voilà. Et ça va être très bon. Voilà. Et on aura normalement la bière de l'amitié aussi, entre autres, qui sera servie, puisqu'on a avec Brasserie de Bretagne, qui participe aussi au rendez-vous ETI Startup. Et on a également des fûts, donc voilà. Partager une petite bière dans un golf, hein, what else, quoi. En plein mois de janvier, hein, comme voilà, je plaisante. Il nous reste quelques minutes, messieurs. Les prochaines étapes, donc là on a parlé de l'accompagnement de la croissance, on a vu un peu les principaux enjeux, par quelles étapes vous étiez passés. C'est quoi les prochains sujets pour vous, Christopher? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons à venir? Il y a le nouveau bâtiment, il y a plein de choses, hein, mais est-ce qu'il y a des sujets particuliers? On a forcément plein de sujets. Aujourd'hui, les prochaines étapes, c'est de se structurer en France et à l'international. On va ouvrir des agences, certainement en France dès cette année. On compte ouvrir une agence en Côte d'Ivoire pour continuer d'accompagner ce déploiement en Afrique de l'Ouest et donc continuer vraiment à se structurer là-dessus. Ça, c'est les grosses étapes de cette année. Ensuite, on continue d'accélérer, hein, tout simplement, le recrutement et vraiment au quotidien chez nous. Ouais, on en parlait il y a quelques mois de ça. Tu l'estimais à quel pourcentage de ton temps sur une semaine? Je crois que tu m'avais dit que tu passais un jour et demi, ou c'est quelque chose comme ça? En ce moment, c'est même un peu plus. Ouais. C'est même un peu plus, ok. Ok, hyper important. Johan, peut-être là-dessus aussi, sur les prochains chantiers pour Shopopop, c'est quoi? Ouais, on parlait de financement, donc on est dans une phase de nouvelle levée de fonds là, pour accompagner notre développement européen, puisque pour information, l'entreprise est rentable en France, donc on a fait cette preuve de modèle et de concept, donc ça c'est déjà une super performance. Accélération sur Italie, Belgique, Portugal, l'Espagne à venir si tout se passe bien au mois de septembre, le UK et l'Allemagne l'année prochaine, donc c'est ce qui va driver, on va dire, nos sujets stratégiques avec toute cette structuration de l'entreprise, puisqu'on va passer de 70 collaborateurs à quasiment 150 en fin d'année prochaine, donc il y a du boulot. Ok, super. Daniel, les enjeux pour toi? Alors là, c'est la frustration inhérente à la bourse, c'est que je n'ai pas le droit de parler. Je ne peux dire que ce qui a été dit, consigné est connu de tous. Donc je vais décevoir le public. Je vais dire 20 magasins par an. Voilà, je vais être
je vais être bien gentil Consensuel. et faire attention à ce que je dis parce que c'est aussi le corollaire de la bourse, c'est que tout ce qu'on dit, on doit faire en sorte que tous les investisseurs aient l'information au même moment. Donc tout est très formaté, il faut accepter ça. Donc pas de révélation sur le plateau Voilà, télé mais du c'est French sympa Tech Day parce que ça aujourd'hui. nous permet d'être un petit peu surprenant comme ça régulièrement. Excellent. Très bien. Alors, je sais pas, on a des questions peut-être sur le live, mais je ne sais pas si j'ai le... Non, il n'y a pas de questions sur le live, ok. Est-ce qu'il y en a dans le public en folie? Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Alors, une question, monsieur. Mais j'ai pas vu toute la séquence. D'accord. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir du show pop-up chez Ecomiam? Ah, très bien, les interactions entre intervenants. C'est peut-être que Daniel ne peut pas en parler, justement. C'est peut-être la prochaine étape. Voilà. S'il ne peut pas, moi je peux au moins. Ah, mais attends, je vais quand même te dire, on s'est croisés à Nantes avec Antoine, mon fils aîné, qui était dans l'entreprise au départ, tout début de Show Pop-Up. Alors, je sais pas, ça a dû... mais ça fait partie des applications qui nous tendent les bras, je pense. Forcément. Et on a forcément vocation à s'entendre et on a même prévu parler un peu plus après. Là. Et le point de vue de Johan? Ah bah, carrément. Aujourd'hui, on accompagne les grands distributeurs alimentaires. Donc, on a déjà, entre guillemets, répondu à ces sujets aussi sur la partie frais et surgelés. Donc, avec grand plaisir d'accompagner une entreprise française avec un ADN tel qu'Ecomiam pour continuer. Bah, très bien. Normalement, les rendez-vous Startup ETI, c'est là-bas. Mais là, il y a un rendez-vous directement sur le plateau télé. Ça marche aussi comme ça. Très bien. J'ai pas pensé à sortir ma blague habituelle. D'habitude, je demande des questions du public. Et je dis souvent, comme la première question du public est la plus difficile à poser, on passe directement à la deuxième. Mais là, du coup, il y en avait déjà une. Donc, bon, bref, voilà. Donc, est-ce qu'il faut une troisième question du public? Non, il n'y a plus de questions. Ok. Jean-Louis, peut-être pour clôturer ce tour de table, est-ce que tu as peut-être des retours d'expérience récents, peut-être de start-up, là aussi à partager, un peu plus sous l'angle retour d'expérience, sur des choses à côté desquelles on pourrait passer et qui sont cruciaux dans la vie de l'entreprise? Je crois que je l'ai déjà dit, je crois que nous, notre obsession, enfin en tout cas l'obsession qu'il doit avoir, c'est de renforcer les actifs immatériels, hein, le savoir-faire technique, le savoir-faire commercial. On a parlé de la marque employeur, mais derrière, il y a la sauvegarde du savoir-faire, le fait que les actifs immatériels prennent de plus en plus d'importance dans les entreprises. On en a parlé par rapport à l'évaluation d'une entreprise. Hein. Et il faut travailler surtout, je pense, au savoir-faire. Le fait aussi, quand on est des innovations de services, de travailler les franchises, de travailler le concept pour pouvoir le démultiplier en tant que franchise. Donc c'est tout ce travail, j'allais dire en amont, qui porte ses fruits. Donc il faut que ça soit, je pense, le savoir-faire. Évidemment, quand le salarié s'en va, c'est une partie d'un patrimoine qui peut désorienter et déstabiliser une entreprise. Et c'est important de garder aussi ce patrimoine-là. Il est difficile à garder parce que les salariés s'en vont, mais ça fait partie aussi de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle là-dessus. Parfait. Très bien, il me reste à vous remercier messieurs pour cette session. On va s'arrêter sur le plateau télé pour cette matinée parce que ça va être la pause déj bien méritée et ensuite on redémarre à 13h45 ici où on va parler de la donnée transformation digitale avec des interventions de ENAF, de la Britannia Ferries, de Cadieux qui viendront expliquer et raconter un peu l'usage qu'ils font de la donnée et puis sans doute que peut-être Emmanuel reviendra aussi sur la cyberattaque qu'elle a pu avoir. Bon bref, il y a plein de sujets. Je vous propose quelques applaudissements pour remercier nos intervenants. Merci beaucoup Christopher, Daniel, Johan et Jean-Louis. Et très bonne journée sur le French Tech Day en direct de Quimper. À tout à l'heure.